L'être humain a toujours été bien important pour moi. Fait que ça a fait partie de ma vie tout le temps. Ce qui me rend heureux là, depuis longtemps, c'est de créer des services qui vont être plus appropriés pour les personnes. Je pense au logement social. C'est quelque chose qui me rend bien fier. Quand on est capable de sortir des gens de la rue, puis de les aider à devenir des citoyens, comme eux, ils veulent l'être, là, c'est vraiment gratifiant. De pouvoir aussi sensibiliser, je dirais, le milieu. L'impression d'être un agent de changement social. Pour moi, c'est super important de contribuer dans ce sens-là. Cette espèce de rêve fou-là au départ, qui est des rêves fous. Hein. Quand tu fais du logement social, là, tu sais pas avec... Premièrement, tu n'as jamais une scène. Fait qu'il faut que tu pars avec... Tu pars déjà pas tellement gagnant. T'sais, fait qu'il faut monter tout le projet, il faut trouver des bailleurs de fonds, il faut avoir l'idée, il faut être capable de voir plus loin, il faut avoir de la vision. Puis il faut y croire, il faut croire vraiment qu'on va arriver à quelque chose. Fait que c'est sûr que ça, c'est moi. Ça, c'est moi de partir un projet à l'envers de tout le monde, c'est-à-dire pas de financement. Puis de dire, ben il y a un besoin, puis il faut répondre à ce besoin-là. Parce que le besoin il est tellement criant, le besoin du logement est tellement criant. Besoin d'avoir un toit sur la tête. C'est la base. Hein. C'est ce qui fait que je reste à la Maison des Beauchamps. J'ai 65 ans et quelques poussières. Et c'est ce qui fait que j'ai le goût de continuer. Parce que j'ai développé cette expertise-là. Puis là, j'ai le sentiment que je peux en faire profiter. C'est un modèle, hein? C'est un modèle particulier. À travers le Québec, il n'y a pas beaucoup de modèles comme celui-là. C'est une approche qui est holistique. On est parti des besoins du milieu. Puis comme dans le temps, il y a 30 ans, il n'y avait pas grand-chose à Mont-Laurier. Là. Il n'y avait pas grand ressources. Puis, je te donner un exemple, si on avait une personne qui avait un problème de dépendance, il fallait aller jusqu'à Amos à ce moment-là pour pouvoir offrir des services à cette personne-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui choisissent de venir rester à Mont-Laurier. Oui, il y a des ressources, mais nous, on a quand même des balises qui font en sorte que la personne ne peut pas arriver puis s'installer à Mont-Laurier. On ne louera pas un logement à une personne qui arrive de l'extérieur. Il y a 1 an d'attente avant de pouvoir... Il faut que tu sois résident de Mont-Laurier 1 an avant de pouvoir avoir un logement social. Parce que j'écoute souvent mon cœur, j'écoute l'élan qui vient, puis je me laisse porter par ces élans-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'humanité dans la Maison des Beauchamps. Bien, que plus d'humanité il y aura, mieux ça sera. On a tout du pouvoir sur prendre soin des autres. Le regard sur l'autre est important. Mais je souhaite à tout le monde un regard sur l'autre différent. On est présent auprès de la population la plus vulnérable. On distribue du matériel de consommation aux personnes qui en désirent. Le but de distribution de matériel de consommation étant toujours de diminuer les risques. On se demande comment on peut aider tous ces gens-là. Ça peut être aider à se trouver une chambre, à se trouver un logement. On est là aussi pour les aider à maintenir la chambre ou le logement quand ils en ont. Ça peut être de l'aide à payer une épicerie, ça peut être ce qu'on fait maintenant qui s'appelle la fiducie volontaire. Aider les gens à faire un budget, à payer leur loyer en priorité quand ils reçoivent leurs sous. C'est vraiment ça pour moi la réduction des méfaits. C'est être là pour les gens, puis être là quand ça va bien, être là quand ça va pas bien, être surtout là quand ça va pas bien, mais quand ils se sentent prêts à faire un changement, bien ça vous cogne. Mais les femmes itinérants, je dirais, ce qu'on voit de particulier encore aujourd'hui, c'est qu'ils vont réussir à se trouver un endroit pour dormir. Mais à quel prix? Fait que là, on parle d'itinérance cachée. Elle les amène dans un tourbillon qui est très risqué. Les 9 chambres de transit qui vont ouvrir, le transit 2, moi, ça fait des mois, voire des années que je complète des documents, que j'envoie ça pour d'avoir des budgets, que je défends que c'est les chambres de transition. C'est souvent la solution, le pont entre l'itinérance puis une vie qui leur convient mieux. Je fais de la prévention universelle dans les classes au niveau secondaire. Essayer de retarder le plus possible l'initiation à la consommation de drogue et autres substances. Ensuite de ça, je fais beaucoup de réduction des méfaits avec les adultes. Donc, je vais voir les gens qui ont des problématiques de consommation. On les prend où les gens y sont et où ils veulent aller.
Ça veut dire que quelqu'un qui veut réduire sa consommation, bien, on va réduire sa consommation. Si on a quelqu'un qui veut complètement arrêter, bien, on va l'emmener à un arrêt complet. J'ai beaucoup de gens qui sont des proches de consommateurs, qui veulent avoir des conseils pour les gens consommateurs. Mais on a eu des gens qui, mon Dieu, avaient de la misère à venir cogner à la porte de la RU pour prendre une douche, tout simplement, qui maintenant sont en appartement. On a fait un grand bout de chemin avec eux. Puis maintenant, ils ont un appartement, ça va bien. On a des retours aux études. On a des gens qui avaient des problématiques de consommation qui ne consomment plus. On a beaucoup de succès, malgré tout. Avant, on voyait beaucoup d'hommes dans la rue. Maintenant, on voit presque autant de femmes qu'on voit d'hommes. Si on avait tous un regard bienveillant pour ces personnes-là, est-ce que ça changerait leur situation? Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui sourit, je pense pas que ça va sortir les gens de la rue, mais je pense que ça donnerait peut-être un petit coup supplémentaire pour les aider à réaliser qu'eux aussi ont le droit d'être aidés puis ont le droit d'avoir un toit sur la tête. J'aide les gens qui ne cadrent plus nulle part. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps de les écouter. Je pense que ça, même si ça me prend 2 heures, je vais le prendre, 2 heures, pour m'asseoir avec eux autres puis de comprendre, tu sais. Parce que c'est compliqué souvent. Leur parcours de vie, c'est énorme. Je les suis. La seule chose que je leur demande de faire, c'est de respecter les règlements dans ma ressource. Mais sinon, peu importe ce qu'ils font, je vais être là pareil. Mon point de non-retour, là, qui est de je te barre un mois, c'est de frapper quelqu'un. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Je tolère bien les affaires. Okay. Ma limite, elle est grande, mais ça marche pas. Je me suis jamais faite physiquement violenter, là. C'est jamais arrivé. Je pense que si ça serait arrivé, mes autres clients auraient pris ma défense. Faut que j'assure la sécurité de tout le monde, dans le fond. Ça n'a pas été facile au début. Ça me faisait souvent challenger. Mais je pense que quand il y a du respect, le respect devient mutuel. Je les aime toutes, mes clients. Je les vois plus que je vois ma famille. Depuis les dernières années, là, la clientèle que je vois, c'est du monde comme toi puis moi. J'ai des gens qui bénéficient de mes services maintenant, qui ont parti de « j'ai tout » à « j'ai plus rien ». Fait que le message que j'aurais à passer, c'est que personne n'est à l'abri d'être en situation d'itinérance, même si on se pense au-dessus de tout ça. Ça se peut qu'un jour, peut-être, on pourrait être là, nous autres aussi. Moi, j'en ai un message parce que c'est souvent quelque chose que j'entends, même dans ma vie personnelle, là, avec mes proches, que les personnes en situation d'itinérance décident d'être dans la rue puis aiment ça. Ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. Ben, je vous l'annonce aujourd'hui, ce n'est pas vrai. On regarde la télévision, quand ils montrent ça, bien, des fois, c'est des campements et tout ça. Ici, il y en a quand même à Mont-Laurier, des campements. C'est plus caché, mais il y en a. Puis il y a de plus en plus d'itinérance au niveau des femmes, ce qu'on ne voyait pas déjà. Cette année, là, même dernièrement, là, j'avais 5 femmes dans la rue que je connais. Parce que moi, je crois à la réinsertion sociale. Pour avoir travaillé à la cuisine, où j'ai vu des gens, pas de logement, rien, puis d'un coup, 6 ans après, avoir un logement, à retourner aux études, ça peut prendre un peu de temps, mais moi, j'ai confiance que les gens peuvent changer des choses. S'ils sont prêts à le changer, il y a des choses à faire. Mais ça peut être long. C'est mon bonus, là, de voir les gens évoluer. Les gens arrivent ici, arrivent de la rue, le lien ne se fait pas tout de suite. Mais à un moment donné, quand le lien se fait, bien, ils vont m'appeler maman. Fait que ça, déjà là, ça n'est un bonus aussi pour moi, parce que je me dis, bon, ben peut-être qu'ils n'ont pas vu de famille, puis c'est moi la seule personne ressource comme étant une mère, mettons. Et quand il fait froid, c'est sûr, hein, ils ont besoin d'une place à réchauffer. Ici, ils peuvent aller sur leur téléphone, ils peuvent prendre du café, ils peuvent manger de la soupe le midi. Fait que dans le fond, on répond aux besoins de base, là. Même il y en a des fois qui viennent faire leur toilette dans la salle de bain. Il n'y a pas de douche, mais ils font leur toilette. Je leur donne des serviettes, des barbouillettes, tout ça. Ils peuvent se changer. Puis, s'ils ont un besoin pour remplir des formulaires, bien, je suis là pour les aider. Je suis là pour appeler à la ressource d'urgence, dire, bien là, il veut prendre une douche. Fait que, ils savent qu'ici, bien, je peux combler leurs besoins de base, surtout. On sait que dans la vie, pour pouvoir te développer, ça prend une des premières bases, c'est la nourriture. Si tu n'es même pas capable de combler ton besoin de base de nourriture, tu ne pourras pas aller plus loin. C'est ça que j'aime de mon travail, là, dans le fond. On aide des gens sans savoir
à quel point ça a un impact, mais on se doute que ça en a un. Ce qu'on offre aux gens en situation d'itinérance, c'est de venir quand ils veulent dans la semaine. Le comptoir alimentaire est ouvert de 8h à 4h, donc tu te présentes, tu dis que tu as besoin de quelque chose, je peux te donner de la nourriture, tout dépendamment de la situation. Des fois, j'en donne pour 2 jours, des fois une journée, des fois c'est rien qu'un repas. Donc, c'est vraiment adapté pour les personnes en situation d'itinérance qui est différent de la situation de base. Certains viennent plus souvent que d'autres, donc quand on le voit, on sait qu'est-ce qu'ils aiment. Il y en a qui aiment plus, par exemple, qui trippent c'est la confiture puis tu le beurre de pinot avec des pains. Eux, quand ils ont ça, fait que quand je le vois, ben on leur donne ça dans leur boîte. Oui, c'est peut-être pas le repas le plus nourrissant, mais ils sont contents d'avoir ça donc, en plus de leur donner. Donc, j'adapte vraiment ma boîte alimentaire en fonction de la personne qui est en situation d'itinérance. Depuis, je dirais, maximum 2 ans, là, il y a une bonne différence. Premièrement, une augmentation de l'itinérance qu'on pourrait dire. Tous les services sont gratuits. Ils ont un faible coût pour les frais d'hébergement. On peut offrir du dépannage alimentaire. On va offrir du soutien au niveau matériel. Souvent, les personnes vont nous arriver n'ont pas de revenus du tout. Ont plus pratiquement d'effets personnels, de vêtements adéquats pour la température, le nécessaire pour être capable de répondre à leurs besoins de base et aux besoins de base de leur famille. On est très complémentaires, tous les organismes dans la région, mais à des niveaux dans les trajectoires de vie différentes. Par exemple, nous, on ne fait pas d'hébergement d'urgence. Tout ce qui est refuge d'urgence, halte chaleur, c'est vraiment la maison Les Beauchamps qui va faire ça. On fait de l'hébergement pour l'itinérance familiale. On est la seule ressource dans les Laurentides qui offre ces services-là. C'est toujours sur le gris. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Tu es toujours en zone grise. Le défi pour moi, c'est de ne pas avoir de solution. En travail de rue, la réussite, c'est leur réussite à eux. Puis leur réussite est très différente de ce que moi j'ai dans ma tête. Puis d'être là sans jugement pour toujours. Un travailleur de rue, l'objectif, c'est d'être là longtemps. Longtemps, sur une longue période. Quelqu'un qui reprend sa vie en main puis qui se choisit, c'est beau. J'ai pas de bureau. Fait que moi, c'est mon auto, mon sac à dos, des choses comme ça. Les parcs, que ce soit sur les pistes cyclables, tu sais. Mais l'objectif, c'est vraiment de rencontrer le plus possible les gens dans leur milieu, dans leur vie, dans leur appartement, dans leur campement. Plus la crise du logement, on en parle, mais ça existe. Puis là, je vois le 1er juillet qui arrive, puis ça me stresse. Quand je vois un bloc appartement à vendre, j'y pense. J'ai pas de lien directement avec les policiers. Un policier communautaire, que, advenant le cas que j'aurais des questions, ce serait vers lui que je me tournerais. Je fais affaire beaucoup avec le constable spécial de la ville de Mont-Laurier, qui intervient régulièrement là, pour des plaintes, exemple, de citoyens de la ville de Mont-Laurier. Fait que les plaintes ne vont pas à moi parce que je ne travaille pas à la ville de Mont-Laurier. C'est très important le rôle de nos partenaires parce que ça peut faire une grande différence. Ils ont des accès que moi, j'ai pas. Moi, j'en ai pas de chambre. J'ai pas de cuisinette pour faire un repas. J'ai pas les paniers parce que la manne du jour m'aide beaucoup aussi. Il y a Saint-Vincent-de-Paul que je réfère des gens des fois. Tous les organismes communautaires, ils ont une vraie raison d'être. Puis, en fait, moi, mon rôle, c'est d'amener les gens vers ces services-là, vers les bons services. Moi, je fais pas de relation d'aide, je fais de la relation d'être. Le réseau de la santé répond de plus en plus en entonnoir aux problématiques de santé vis-à-vis des personnes itinérantes. Ils sont là, mais ils ont besoin de l'armée de travailleurs et de ressources communautaires pour faire le travail. Ils ne seraient pas capables. T'sais, pendant la pandémie, entre autres, sans l'organisation communautaire, le réseau savait à peine comment aider les personnes itinérantes. Je ne parle pas d'un désengagement, mais je parle d'une insuffisance à répondre aux besoins qui sont là de cette clientèle-là, puis plus souvent qu'autrement, on n'a pas de carte d'identité, etc. Ils ont des paramètres. Et en dehors de ces paramètres-là, et les personnes itinérantes, là, ils sont toujours en dehors des paramètres. C'est pas une critique du fait qu'ils font rien, c'est pas ça que je dis, mais ils ne peuvent pas répondre à des gens qui sont en dehors des paramètres de où eux autres répondent. Tu sais, un psychiatre ne peut pas vraiment aider une personne itinérante
qu'il ne prend pas sa médication, puisqu'il faut qu'il rentre dans je vais dire dans le tuyau pour se rendre à son rendez-vous, pour savoir qu'on est mardi, pour savoir que, et ensuite les prendre à bonne heure, etc. C'est toute une gestion que si les gens ne sont pas là, ils vont les discarter. Comment que le travailleur, lui, peut répondre à cette multitude-là? S'il veut aller plus loin, l'effort qui est mis, c'est comme s'il traînait tout seul un poids énorme. Moi, je pense que oui, ces gens-là sont essentiels pour répondre à la personne, parce que sinon, qui répond à cette personne-là qui dit j'ai faim, j'ai perdu mon logement, etc. Qui répond dans l'immédiat à ça? Il n'y a pas d'institutionnel qui répond immédiatement à ça. Mais l'avenir, si tu parles des travailleurs dans le direct, ces gens-là, pas sûr qu'ils vont avoir suffisamment d'argent pour, au lieu d'être 20, qu'ils soient 60, par exemple. Parce que le gouvernement, c'est pas là que l'argent va. L'argent va dans l'institutionnel qui, lui, est un espèce de gros éléphant qui mange l'argent, qui répond à un besoin X. Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un je m'excuse, mais quand quelqu'un se ramasse à l'urgence d'un hôpital, puis qui attend 8 à 11 heures avant de passer, c'est pas ce réseau-là qui va répondre à quelqu'un qui dit « j'ai faim, j'ai soif ». Oublie ça, il n'est pas capable de répondre à ça. Il est même pas capable de se revirer de bord d'un 180. Il n'est pas capable de tourner. Il est une espèce de grosse brette. J'ai été un des premiers à être pris dans le problème de Phoenix. Le problème de Phoenix, c'est le problème de paye au gouvernement fédéral. J'ai eu 5 mois en 2017 que j'ai pas eu de paye. J'ai fait une dépression, j'ai fait faillite. J'ai perdu mon char, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu en 2017. Suite à ça, j'ai été sur la consommation de drogue dure. Ça m'a amené à devenir itinérant. Cette consommation-là m'a duré 4 ans. C'est une drogue qui t'amène à consommer et à consommer et à consommer. Depuis la sensation d'appartenir à rien. Donc, toute ton appartenance, toute ton mobilier, tous tes effets personnels, ça ne dérange pas, tu les passes en consommation. Ce que j'ai fait. J'ai eu aussi des problèmes judiciaires, entre ça, causés par ma consommation. Ben, d'un, tu dors pas beaucoup. Je dormais durant le jour, je consommais la nuit parce que c'est pas intéressant de dormir durant la nuit parce que là, tu as peur de perdre le peu de stock que tu as. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu consommes pour te tenir réveillé. Puis pour surveiller le peu d'avoir qu'on a. L'itinérance, pour moi, c'était un mode de vie. En avril 2024, j'ai repris contact avec mon père. Ça faisait 1 an et demi qu'on ne savait pas parler. Puis j'ai expliqué où ça que j'étais rendu. 3 heures après, il m'a rappelé, puis il m'a proposé de déménager. Et il a acheté une roulotte pour moi, une roulotte de 12 pieds. Puis, depuis le mois de mai 2024, je dors dans la roulotte. Ce qui est un gros plus entre dormir dehors ou dormir sur les sofas du monde que tu ne connais pas nécessairement. Je restais à une demi-heure de route de Mont-Laurier, donc j'avais pas de véhicule. Ça faisait en sorte que j'avais pas le choix d'arrêter à ce moment-là. J'ai arrêté, comme qu'on appelle dans le domaine, cold turkey. Ça veut dire sans aide. J'ai transféré ma consommation de drogue dure vers des energy drinks, comme on appelle. Je me suis mis à bouger, à rebouger, à fonctionner un petit peu plus normalement, comme on dit. J'ai décidé de reprendre ma vie autrement en main. Donc, j'ai commencé à me chercher un ouvrage. J'ai été vers les ressources qu'on m'offrait pour la recherche d'emploi. Je me suis rendu dans une place qui s'appelle Le Local, à Mont-Laurier, puis j'ai jasé avec le monde, commencé à socialiser, et ainsi de suite, pour finalement réussir à me trouver un emploi. Je n'ai pas choisi d'être itinérant. Mon parcours a fait que je suis devenu itinérant, mais la base fut un événement hors de mon contrôle. Le seul endroit où j'ai trouvé où que quand je m'arrête, c'est moi qui ai le pouvoir de décider quand je m'en vais. Je peux rester assis de là, puis répondre à tous mes besoins. Je peux fumer, je peux manger, je peux boire, je peux prendre ma médication, je peux me laver ici. Puis j'ai pas besoin de me déplacer tant que ça. Fait que ici, là,
c'est un endroit où je suis dans un esprit de relaxation, des temps de repos. Ça m'arrive de péter des coches, de crier. Je me parle souvent tout seul quand je suis ici, mais je vois bien, ça m'aide à aller mieux d'avoir ça. Ici, avec mon regard 360 degrés à la ronde, là, je suis pas capable de voir personne. Fait que dans ma tête, je me dis, il n'y a personne qui peut me voir, même si c'est un secret de polichinelle que je suis. Mais psychologiquement, là, se refermer pour s'isoler, pour travailler sur soi-même, ça peut me faire du bien de temps en temps. Moi, je te dirais que j'ai pas vraiment eu souvent ce pouvoir-là. Tu sais, j'avais pas d'abri personnel. Fait que j'avais surtout pas le pouvoir de m'isoler à quelque part qui était pas à moi. Mais c'est... Fait que ici, j'ai comme j'ai l'esprit tranquille d'être comme dans mon intimité. Puis c'est comme... c'est le fun, hein? Pour de vrai, là, la chambre que je vais avoir est vraiment sa coche. Là, ça va être la plus belle chambre que j'ai eue de ma vie. C'est de manger, me laver, donner mes soins de pieds. Il faut quasiment, j'en donne souvent. Ça, ces bottes-là, ils protègent très bien mes pieds. Mais c'est ça. Puis aussi, moi, j'ai une dépendance qui représente pour moi une médication. C'est dans mes priorités de m'assurer d'en avoir. Je prends des stimulants, des amphétamines, méthamphétamine. C'est un stimulant qui me donne de la volonté à vouloir agir, faire des actions. Cet hiver, là, mettons, je me ramassais dans une cabane de récupération de bord de carton avec des chandelles pour essayer de dormir là, ou dans la cabane du terrain de motocross, puis que là, j'étais là. Je peux pas m'endormir, il faut que je continue à faire des manœuvres pour essayer de garder de la chaleur, essayer de rendre ça étanche. Je pense que ça m'est arrivé sérieusement dans mon côté téméraire, sous-estimer la vie de sans-abri. L'hiver puis ce printemps, en tout, j'ai dû risquer 2-3 fois de mourir d'hypothermie. Je dirais que si dans une situation où je vais avoir ma chambre, si je suis capable de me reposer, j'ai moins de raisons de consommer, de continuer à vouloir être stimulé en action. Mon fils a choisi, je dis choisi, l'itinérance parce qu'il voulait avoir une entière liberté. Évidemment, mon fils est malade, un problème de santé mentale. Donc pour lui, il a été hospitalisé. J'avais pris un ordre de la cour là, plusieurs années qui s'est poursuivi, puis il a été obligé d'être hospitalisé quelques fois. Il m'a détesté, mais c'était pour son bien, évidemment. J'ai loué plusieurs appartements pour lui qu'il n'a pas gardé parce que, pour toutes sortes de raisons de santé mentale. Il est venu rester chez moi quelque temps, ça n'a pas fonctionné non plus. Il n'y a pas juste moi qui traverse ça, il y a d'autres parents qui vivent des situations, on le voit, là, il y a de plus en plus d'itinérants. J'espère que oui. Il y a des gens qui vont garder espoir, parce que je garde toujours espoir. Qui va être capable de premièrement, garder un logement. C'est déjà bon. Je sais qu'il y a des moments qui est assez agressant, mais dans une bonne partie du temps, maintenant, moi, je vois son attitude changer. Je vois quand on se parle, c'est différent aussi. Avec moi, je sais qu'il y a été une grande période de temps que je voulais trop. Et je pense que ça y mettait de la pression. Ça, j'ai cessé ça, je le vois autrement, je le vois différemment. J'ai dit plusieurs fois au cours de la dernière année, écoute Olivier, c'est pas parce que tu es itinérant que je t'aime pas puis je suis pas fière de toi. Quand il y a des grands froids, là, il faut qu'il m'appelle. Comme là, il avait perdu son cellulaire, là. On est tantôt, avant de venir ici, on est allé acheter un cellulaire. Je veux qu'il y ait un contact tout le temps avec moi. Donc, il m'appelle. Ça, c'est pas la grande sécurité, là. Ça a été difficile. Ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile parce que moi, j'ai dit Olivier, parce que je disais tout le temps, Olivier, viens avec moi, on va aller voir le médecin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non. Souvent, je dis Olivier, ça ne va pas, viens avec moi vers le médecin. Puis là, quand j'ai eu l'ordre de la cour dans mon sac à main, je dis Olivier, viens avec moi. Il ne voulait pas. Je dis, tu viens pas, là, mais tu vas être obligé d'y aller tout seul. Parce que moi, je veux que tu vois un médecin. Je suis certaine que tu ne vas pas bien. Fait qu'il n'a pas voulu. Fait que c'est la police qui est venue le chercher, l'ambulance. C'est pas facile. Ça, j'en ai broyé 2 semaines, jour et nuit. Mm-hmm. Après que... Puis quand j'ai eu le diagnostic, bien, ça a été... Mm-hmm. Est-ce que tu referais la même chose? Oui. Ouais. Oui. Parce que
il y a une maladie, il y a une maladie. C'est pas parce que c'est la santé mentale qu'on ne comprend pas ça, qu'on ne soigne pas ça, puis on s'en occupe pas. Qu'il y ait eu n'importe quelle autre maladie, je m'en serais occupée. C'est ce que j'ai fait. J'ai une sans-abri depuis cet hiver, mais j'ai décidé ça volontairement. Je ne sais pas si ma fille vous l'a dit, elle était au courant. Pourquoi j'ai décidé ça? Ouais. C'est à cause que mon propriétaire m'a mis dehors sans aucune raison. Je payais bien mon loyer, j'ai pas de nom à arrêter du logement, j'ai un bon nom. Tu sais, je suis quelqu'un de propre, je suis propre de ma personne puis de mes logements. Il m'avait dit qu'il gardait mes objets jusqu'au printemps, qu'il me laissait une chance jusqu'au printemps. Il m'a dit au mois de septembre, rendu au mois de novembre, j'avais plus rien. J'avais plus de meubles, j'avais plus rien. Rendu au mois de novembre. C'est ce qui m'est arrivé à moi. J'étais tellement en colère, enragée, j'ai dit non, pour le moment, elle m'a restée sans abri. Parce que je connais ma réaction. Mais je ne suis pas schizophrène, c'est juste, j'ai mauvais caractère. Je suis théorie Einstein qu'on appelle, action-réaction. Puis j'ai de la voix. Fait qu'à force de me faire voler, puis de me faire harceler, puis tout ça, ben j'ai décidé de me mettre sans abri. J'ai pas beaucoup de choses comme ça. Là, en ce moment, j'ai une amie qui m'héberge. J'ai mon ex qui m'aide dans un bloc appartement de Michel Bolduc. J'ai fait demande pour une chambre. En août, ça va être prêt, qu'il m'a dit d'après lui. J'ai dormi à la halte par terre, j'ai dormi chez Petit Pat. Tu sais, je me débrouille comme ça, le temps que les immeubles à Michel Bolduc pour les chambres soient libres. Mettons, quelqu'un vous vole. Tu sais, tout le monde réagit, comme tout le monde a sa propre réaction. Moi, ma réaction, c'est « Ah, t'es ma criée, je suis expressive, je suis explosive. » Mais là, si je le fais dans mon logement, je perds mon nom, vous comprenez? Mais là, je suis dans la rue. Je le fais dans la rue, vous comprenez? J'ai pas de logement, rien. Mais là, je sais qu'en ayant un logement, ça me sécurise beaucoup pour Michel Bolduc, parce que je sais qu'il y a des caméras. Je sais que c'est bien sécurisé, je sais qu'ils ne pourront pas venir me voler, qu'ils ne pourront pas venir me faire les coups. Quand les gens te voient passer ou passent à côté de toi, là, donc si tu avais quelque chose à dire aux gens... Que je remercie beaucoup de leur patience. Puis j'apprécie beaucoup leur soutien, puis qu'ils ont une magnifique belle vie. Ma mère, elle va pas bien. Tu sais, puis même quand elle crie des fois dans la rue, je suis là genre « Hey, maman! Maman! » Tu sais, juste pour essayer de faire genre « Salut, maman, comment tu vas? » Tu sais, parce que des fois, tu sais, maman, oui, elle crie, oui, elle peut avoir de l'air, tu sais, comme un petit peu agressive, mais c'est jamais envers les autres qui est agressive. Jamais, jamais, jamais. On peut avoir une conversation super normale avec elle, entre deux cris. Puis pour moi, ça reste ma mère, malgré tout ce qui s'est passé, c'est ma mère. Ayant grandi de famille d'accueil en famille d'accueil, foyer de groupe en foyer de groupe, centre jeunesse en centre jeunesse, ça m'a beaucoup manqué, genre, la famille. Fait que pour moi, c'était important qu'elle sache que malgré tout ça, je l'aime quand même. Tu sais, je comprends pourquoi elle souffre. Moi, ça me sécurise la croiser puis la voir. Tu sais, je suis contente parce que je me dis, OK, elle est encore là. Genre, malgré tout, mettons, ce qu'elle vit, elle est encore là. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup. Puis, ce qui me stresse beaucoup, c'est quand que je la vois pas, une couple de jours. Parce que vu qu'elle consomme, je me dis, j'ai peur. D'un coup, qu'il est arrivé de quoi, puis tout le kit, là. Ce que ça m'a fait sur mon développement, ça a été... tu sais, moi, dans ma tête, c'est genre... Excusez. Quand j'avais 16 ans, des fois, je me disais, même ma mère voulait pas de moi, genre. Mais avec le recul, c'est pas qu'elle voulait pas de moi. C'est juste qu'elle avait pas les capacités et les outils pour bien prendre soin de nous. Mais ici, maintenant, elle va être là, puis c'est important. C'est comme... Pour moi, c'est important qu'elle sache que je suis là pour elle. Puis pour que les gens aussi autour, ils comprennent que, oui, ils peuvent la croiser dans la rue, là, c'est sûr qu'ils vont la croiser, ils savent c'est qui, mais qu'ils n'aient pas peur d'elle. Puis que surtout, ma mère, elle comprenne que je suis pas contre elle. Je l'aime comme qu'elle est. On a toutes des difficultés, on a tous des défis dans la vie, puis je l'aime malgré tout, là. Peu importe ce qui se passe, je vais l'aimer pareil.
La santé mentale, c'est beaucoup tabou. Il y a des gens qui méprisent ces gens-là, ou l'itinérance, ou ceux qui sont pris avec l'alcool ou la toxicomanie. Ces gens-là ont besoin d'aide autant comme n'importe qui dans le monde. Ce que j'en tire, mais premièrement, c'est un besoin social. C'est un besoin aussi de redonner. Parce que c'est important de donner à ces gens-là. Puis quand que je donne, ben moi, ça m'aide dans ma dépression, ça m'aide dans le côté santé mentale, ça m'aide de voir les gens heureux autour. Puis ces gens-là, ils ont besoin d'amour, puis ils ont besoin d'être entendus. J'aime ces gens-là, puis je veux les aider. C'est des gens que, malgré qu'est-ce qu'ils vivent, c'est des gens qui sont beaucoup reconnaissants. Notre première action, ça a été de leur servir d'un repas chaud par mois. Tous les lundis, je leur ramène des gâteries, des gâteries, c'est des fruits, des bananes, des oranges, des fois c'est des petits gâteaux, des bâtons, du pain, du fromage. Juste de leur redonner de l'attention, de leur redonner de l'amour. Déjà là, c'est quelque chose que ces gens-là ils apprécient beaucoup. Si vous rencontrez de ces gens-là dans les rues, dans les commerces, ces choses-là, allez les voir. C'est important de les voir parce que eux autres même se sentent comme un rejet dans la société. Puis c'est quelque chose de se faire rejeter. Ayons un cœur sur la main pour ces gens-là. Moi, j'étais très sensibilisée par mon travail par rapport à l'itinérance, les gens marginaux, les gens plus pauvres. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas aller en politique municipale pour m'assurer que ces personnes-là aient une voix, parce que j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas. Une fois de l'intérieur, c'est les enjeux de logement qui sont devenus vraiment criants après la COVID à Mont-Laurier, comme ailleurs au Québec. Vraiment à cœur au conseil municipal que les gens aient accès à des logements, que les gens soient bien. Puis autant les gens qui sont marginalisés soient bien, puis autant que les autres citoyens se sentent en sécurité, puis qu'il y ait une espèce d'espace qui est confortable pour tout le monde là-dedans. Une des solutions qui est à notre portée au niveau municipal, ça a été de changer nos règlements par rapport à des congés de taxes. Pour les gens qui bâtissaient. On a aussi des congés de taxes pour les organismes communautaires qui offrent des services en logement, Défi Autonomie. La Ville a été quand même un grand partenaire. On a cédé un terrain. On participe aussi à 10 % des PSL. Les PSL, c'est des logements qui sont subventionnés pour les gens qui sont les plus démunis. Quand on a des demandes, c'est accepté d'emblée parce qu'on comprend à la Ville que l'accès au logement, c'est une des clés pour contrer l'itinérance, l'errance. La Ville elle assure une vigie sur les tables de concertation. La Ville est sur la table de concertation d'itinérance-errance, la Ville est sur la table de concertation au logement. Fait que de par cette vigie-là, on est toujours connecté par les besoins. L'ensemble des organismes communautaires ont accès à des subventions de la part de la Ville. Il y a des formulaires, il y a des demandes, il y a des moments pour déposer les dates. Puis, dans nos critères, c'est dépendamment des besoins les plus criants, c'est à la discrétion du conseil municipal. Il y a quelque chose d'autre aussi qui est vraiment important que je veux nommer, c'est que le maire, il est sur le comité Action Santé, comme préfet, comme maire. Puis c'est un comité qui est de pression politique sur le gouvernement provincial, des grands acteurs de la région, parce qu'on est vraiment mal desservis au niveau des soins de santé.